Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Mieux prendre en charge l'autisme et les autres troubles du neurodéveloppement, tout comme les troubles 10. C'est la stratégie dévoilée la semaine dernière par le président de la République. En quoi consiste ce plan et quelles applications sur le terrain? On en parle dans la question du jour. Mettre en exergue les métiers manuels au sein des établissements, c'est la riche idée de l'association De l'or dans les mains. On en parle avec sa fondatrice sur notre plateau. Dans sa chronique, Guillaume Ouattara fera la lumière sur les évaluations scolaires. Mais en attendant, on retrouve Guillaume pour faire un point sur l'actualité. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette annonce de la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Caubel, qui souhaite le maintien de la Ciivise, la commission notamment chargée de lutter contre l'inceste. Elle avait vu le jour dans le sillage de la publication de La Familia Grande. Vous savez, c'était le livre de Camille Kouchner qui accusait son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, de viol sur son frère jumeau. Après son rapport donc, de la Ciivise publié vendredi dernier, qui propose entre autres 80 recommandations sur les violences faites aux enfants et sur l'inceste, la commission va voir sa feuille de route élargie, annonce Charlotte Caubel, donc la secrétaire d'État à l'enfance. Une feuille de route élargie pour traiter également de la pédopornographie, de l'éducation sexuelle et de la prostitution des mineurs. Et dans le même temps, le journal 20 minutes publie une enquête accablante sur le sujet souvent tabou, celui des violences sexuelles entre mineurs. C'est un angle mort de l'éducation nationale, titre Aude Loriot, journaliste à l'origine de cette enquête. Entre 2019 et 2020, 23 000 mineurs ont été accusés d'infractions à caractère sexuel, des chiffres en hausse constante. Entre 1996 et 2018, les affaires de viol avec des mineurs auteurs ont augmenté de 279% et plus de 315% si on élargit aux agressions sexuelles au sens large, le harcèlement, l'exhibition sexuelle notamment. Tout ça, c'est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui l'observe. Dans cet article-là, on parle du cas de Sébastien, 4 ans, qui dénonce un jour des actes à caractère sexuel commis par l'un de ses camarades. Il aura fallu 2 ans pour que le camarade en question soit exclu de l'établissement. Voilà ce que dit la mère de Sébastien. Les profs, les directeurs, les personnels périscolaires préfèrent être dans l'ignorance. Ils ne veulent pas voir le problème car ils sont surchargés. Il faut leur dire que si on ne prend pas au sérieux la parole de l'enfant, c'est très grave. Un reportage complet et passionnant à retrouver sur le site de 20 minutes. En cette journée mondiale de l'enfance, UNICEF alerte sur la situation dans les Outre-mer. Oui, c'est un rapport intitulé « Grandir dans les Outre-mer » qui est publié aujourd'hui. À Mayotte, en Guyane ou encore à La Réunion, 46% des enfants vivent dans une famille pauvre. Les mineurs représentent près de la moitié de la population des territoires ultramarins. Voilà ce que dit la présidente de l'UNICEF, Adeline Hazan. Des milliers d'enfants ont faim, ont soif, ne peuvent se laver, ne peuvent aller à l'école et cette situation demeure largement méconnue des citoyens français. Alors la cause, c'est évidemment la pauvreté endémique et le manque de moyens alloués aux infrastructures comme l'école, les systèmes de santé et les transports. Mais pas seulement, il y a également des facteurs environnementaux comme vous le savez la crise de l'eau qui traverse Mayotte depuis des semaines. Tout ça, ça plonge la population dans l'insalubrité. L'UNICEF pointe également la défaillance de l'aide sociale à l'enfance sur ces territoires et elle révèle que le taux de recours aux mesures de protection est plus faible qu'ailleurs. Une situation ultra préoccupante qui se répercute sur l'école. En Guyane, près de 10 000 enfants ne seraient pas scolarisés. Ils seraient 5 300 et 9 500 rien qu'à Mayotte. Pour ceux qui peuvent s'y rendre, le rapport souligne les larges difficultés de lecture des écoliers de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion. Près d'un tiers seraient en difficulté. Un défi donc pour les maires de ces territoires qui se réunissent cette semaine, porte de Versailles. Et ce rapport, Guillaume, est à retrouver sur le site de l'UNICEF France. Direction l'Argentine maintenant, où l'élection cette nuit de Javier Milei, candidat économiste ultralibéral, pose de nombreuses questions. Celui qui promet de faire le ménage dans la caste politique souhaite également supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Et les spécialistes s'accordent sur un point, son programme est complètement délirant. Voilà les termes qui ressortent d'un article de Libération au sujet. Abandon de la monnaie nationale, le peso au profit du dollar, suppression de la banque centrale, fermeture de nombreux ministères comme la santé ou l'éducation. Regardez l'une des vidéos de campagne qui illustre sa volonté de faire du ménage. Le ministère du Tourisme et des Sports, ça dégage. Le ministère de la Culture, ça dégage. Le ministère de l'Écologie et du Développement durable, ça dégage. Le ministère des Femmes, des Genres et de la Diversité, ça dégage. Le ministère des Travaux publics, ça dégage.
Même si vous résistez, le ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, ça dégage. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ça dégage. Le ministère de l'Éducation, c'est de l'endoctrinement, ça dégage. Le ministère des Transports, ça dégage. Le ministère de la Santé, ça dégage. Et le ministère du Développement social, ça dégage aussi. Ce nouveau président qui souhaite donc que les ministères de l'éducation et de la santé, même que les secteurs de l'éducation et de la santé s'ouvrent au marché privé. Il souhaite également la fin des aides sociales dans un pays où tout de même 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Affaire à suivre en effet. Retour en France où les alertes à la bombe se poursuivent dans les établissements scolaires, mais les enquêtes permettent bien souvent de remonter aux auteurs des faits. Au Mans, c'est une fillette de 11 ans qui est mise en cause. 5 mails de menaces envoyés la semaine dernière au collège Pierre-Gilles de Gênes du Mans. Évidemment, les autorités judiciaires, policières ont dû mener l'enquête et les remontées sur les traces techniques ont permis de remonter, vous le disiez, à une jeune fille de 11 ans seulement qui a été donc retrouvée. Son très jeune âge ne permet pas d'engager de poursuite pénale à son encontre. Elle est convoquée devant le procureur de la République en début de semaine prochaine, donc cette semaine, en compagnie de ses parents. Voilà le communiqué de presse du parquet du Mans. À noter donc que la responsabilité pénale de la jeune fille n'est pas possible puisqu'elle est mineure. Par contre, la responsabilité civile de ses parents est, elle, engagée. Merci Guillaume. Le handicap touche 700 000 personnes en France. La semaine dernière, à la maison de l'autisme d'Aubervilliers, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures concernant les troubles du neurodéveloppement, les fameux TND. À l'heure où nous parlons, 45 000 enfants autistes sont scolarisés à l'école ordinaire, selon la délégation interministérielle. Un plan d'urgence pour agir et mieux prendre en charge ces troubles. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nathalie Gros. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Fédération française des 10. Et Thierry Bourg, bonjour. Bonjour. Merci également d'être sur le plateau du Grand JT. Vous êtes conseiller école inclusive et enseignement supérieur à la délégation interministérielle pour la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Un titre effectivement un peu long, mais qui explique combien effectivement c'est important. On va en parler tous les trois. L'ensemble de cette nouvelle stratégie portée par le gouvernement, élaborée en concertation avec les associations, a fait l'objet au printemps d'une consultation citoyenne. Ça veut dire que les Français ont été consultés. Est-ce que déjà les Français se sentent tous concernés? C'est ma question, car elle a donné lieu à 10 000 contributions et 96 000 votes. C'est beaucoup ou c'est trop peu? Alors 100 000 votes pour à peu près 100 000 votes, et effectivement, c'est beaucoup en définitive. Ce qu'on constate pour une consultation citoyenne, c'est plutôt un très beau succès. Voilà, sur un thème qui, malgré tout, peut paraître assez restreint ou spécialisé. Vous voyez, donc c'est effectivement une très belle réussite que cette consultation citoyenne. Cela veut donc dire qu'on en a suffisamment parlé justement des troubles autistiques, des troubles du neurodéveloppement, donc le TND, dont on va parler évidemment aujourd'hui, selon vous, Nathalie Gros? Alors, effectivement, quand on parle des troubles neurodéveloppementaux, on parle de tous les troubles qui sont dans la composante. Donc, on a les troubles 10, dysphasie, dyslexie, dyspraxie, c'est 8% de la population. Donc, les 100 000 votes, il y a une part sûrement importante de cette population qui se sent concernée en France. Mais la question, ce sont tous les autres. Et les autres, bien évidemment, ont contribué à 100 000 votes. Alors, est-ce que l'enjeu de ce plan, justement, aussi, c'est de faire connaître à tous les autres, c'est-à-dire en dehors des 100 000, à tous les autres, au plus grand nombre, le sujet, justement, du spectre de l'autisme? Car c'est assez vaste, on connaît assez peu de choses. Quand on parle de 10, effectivement, soit on est dedans et on connaît ce sujet-là, mais sinon, je le remarque avec certains enseignants même, il est difficile parfois d'aborder la question et souvent, on est un peu perdu. Est-ce que l'enjeu aussi, c'est la communication? Bien sûr, c'est la communication sur tous les Français, sur tous les troubles, que ça soit l'autisme, le TDAH, les 10, et également un trouble qu'on ne parle pas du tout, c'est les troubles du développement intellectuel, qui finalement, on n'en parle qu'en dernier, ou peu, et pourtant ils sont présents à hauteur de 1%, presque autant que dans le champ de l'autisme. Il faut parler de tous ces troubles, puisque à eux tout seuls, c'est pratiquement 10% de la population. Donc ça veut dire, sur une classe de 30 élèves, il y en a au moins 3 qui va être concernés par un de ces troubles. Oui, donc effectivement, le chiffre est énorme. Et on voit bien que et les parents, et les élèves, et les familles de manière générale, et les enseignants aussi,
sont à la fois sensibilisés, mais aussi perdus dans la question. Et c'est pour ça qu'il y avait urgence à mettre ce plan en marche. Alors, c'est-à-dire qu'il y a déjà une stratégie qui a existé précédemment, jusqu'en 2022, et qui concernait les troubles du spectre de l'autisme. Et là, on a une nouvelle stratégie qui s'élargit en fait à l'ensemble des TND. Donc, effectivement, comme le disait Nathalie Gros à l'instant, cela concerne en fait un élève sur 6 en France. Globalement, on estime avec une prévalence à environ 1% sur le trouble du spectre de l'autisme, de 6% sur le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, 8% sur les 10 et 1% sur le trouble du développement intellectuel. Vous voyez, donc on est quand même sur une certaine prévalence et il est effectivement à la fois fondamental de rendre ça visible, parce que certaines fois les choses sont un peu invisibles, à la fois auprès de l'ensemble de la communauté éducative qui a pour mission d'accompagner ses élèves. Alors le problème justement, c'est l'accompagnement. On en a beaucoup parlé à la fois dans les médias, chez mes confrères et évidemment aussi ici, c'est le problème des accompagnants, des enfants en situation de handicap, les AESH, qui ont pour beaucoup expliqué à quel point leur métier était difficile, à la fois pour les conditions de travail, évidemment pour les salaires, et la manière dont les choses étaient ressenties en termes de reconnaissance de la problématique par l'État. Est-ce que, moi, quand j'ai lu la baseline du plan, la première phrase qu'on voit apparaître, c'est « garantir aux personnes des accompagnants de qualité et le respect de leur choix ». Est-ce que c'est le problème majeur, selon vous, Nathalie Gros ? Le problème majeur, c'est que pour pouvoir avoir accès à ces accompagnants, il faut monter des dossiers à la maison départementale des personnes handicapées. Et pour ça, la première stratégie a mis en place des plateformes de coordination, d'orientation pour avoir accès à ces fameux bilans pluridisciplinaires pour poser les diagnostics. Si vous n'avez pas des bilans de santé, vous n'arrivez pas à monter des dossiers qui tiennent la route et qui justifient la demande de compensation qui peut être de l'aide humaine, de l'aide matérielle. Alors pour les 10, on parlera des outils numériques, pas que. Mais pour ça, il faut avoir accès à ces fameux bilans pour être bien accompagné. Une fois que vous avez ces bilans, il y a une notification d'aide humaine à AESH pour les plus jeunes âges. Après, pour certains, moi je parle plus pour les troubles 10, on va avoir petit à petit au collège et au lycée beaucoup moins d'accompagnement, alors que d'autres en ont encore besoin dans les autres champs et qu'il ne faut pas lâcher cet accompagnement puisque ça leur garantit une chance d'aller jusqu'au bout et d'accéder à des diplômes, pourquoi pas. Oui, mais le problème dont je parlais effectivement, c'est le fait d'être accompagné, c'est-à-dire d'avoir des moyens humains aussi pour accompagner ces enfants. Thierry Bourg, une réaction par rapport à ça? Oui, alors... On l'a vu, c'était quand même une inquiétude vraiment très importante à la fois des parents et des enseignants. Bien sûr, alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a effectivement la question du statut que vous avez évoqué, qui a évolué au cours du temps, puisqu'avant nous avions des AVS, et puis nous avons... Tout à fait, nous avons des AESH maintenant, et puis... Accompagnant des enfants en situation de handicap, facile bien pour ceux qui nous regardent. Oui. Merci, et puis un nouveau statut a été envisagé, dans le cadre des mesures de la CNH, pour créer un Conseil national du handicap, attention, parce que sinon on ne vous suit plus. Oui, vous avez raison. Qui va modifier le statut de ces personnels. Donc on peut considérer qu'on aura une évolution de ce point de vue-là. L'évolution est assez importante, vous pensez? Elle va vraiment modifier les choses? Oui, je le pense, à la fois en termes de... Parce qu'on voit qu'on arrive petit à petit à une vraie reconnaissance de ce métier. Et c'est quelque part d'en faire des personnels avec une expertise et qui a un statut pérenne et une meilleure rémunération aussi avec le fait d'avoir un volume horaire de travail plus important. Parce que cette question du salaire qui se pose souvent pour ces personnels-là sont liées à l'école. Et lorsqu'on est en école élémentaire, par exemple, on travaille 24 heures à l'école élémentaire. Mais ce n'est pas vraiment 24 heures effectives, on le sait. C'est 24 heures plus ses déplacements, etc. Donc c'est des heures beaucoup plus importantes. Tout ça pour 800 et quelques euros. Donc il y avait un vrai problème de en tout cas, vous voyez, il y a cette évolution du statut, mais je dirais que la question de l'AESH doit s'envisager aussi plus largement. C'est-à-dire que on est sur ce qu'on appelle une compensation humaine, une aide humaine auprès de l'enfant, mais il y a d'autres choses qui doivent être envisagées, notamment la question de l'offre de ce que font les enseignants dans la classe. Et là, pour le coup, il est prévu aussi un grand plan de formation
pour former les enseignants à avoir une pédagogie plus adaptée. Vous voyez, c'est aussi un autre type de réponse qu'on peut envisager. Alors justement, effectivement, ça fait partie des mesures du plan et on va parler justement des mesures annoncées. Parlons-en de cette formation des professeurs. Quelle va être cette formation? En quoi elle va être plus importante et nouvelle? On va parler de l'argent parce que finalement, formation, ça va forcément avec l'argent déployé. Le plan précédent était de 345 millions d'euros contre 680 millions d'euros prévus donc par Emmanuel Macron. Pourquoi ce doublement de budget? Ou alors est-ce que vraiment on a été complètement à côté il y a quelques années? Pourquoi maintenant? Que va-t-il se passer de nouveau pour que ce soit aussi important? Alors, effectivement... Ou alors, et la question d'ailleurs, bien sûr, est-ce que ça c'est encore forcément? Alors, sur ces 680 millions que vous évoquez, il faut voir que sur la partie scolaire, on est à 130 millions d'euros, ce qui est quand même important, vous voyez, pour les mesures scolaires. Alors, pourquoi? Eh bien, effectivement, il y a la poursuite de mesures et l'extension de mesures qui pouvaient préexister. Donc, on va poursuivre l'effort, ce qui nécessite aussi du financement, de nouvelles mesures, et puis l'extension, effectivement, l'élargissement d'une stratégie qui était centrée sur les troubles du spectre de l'autisme, qui s'élargit au TND, qui nécessite aussi donc de nouveaux moyens de financement. Donc c'est cette formation justement pour les fameux TND aussi, parce que les enseignants étaient peut-être moins au courant finalement de ce qu'étaient les TND? Alors, c'est effectivement un sujet. Alors, ils étaient moins au courant, ça peut dépendre un peu aussi de leur parcours de formation professionnelle. Mais en tout cas, il y a dans les mesures de la Conférence nationale pour le handicap un grand plan de formation qui est prévu pour l'ensemble des enseignants en France. Donc c'est quand même quelque chose qui va au-delà du symbole, qui est une vraie réalité et une vraie demande aussi des familles. Je pense que Nathalie Gros pourra le confirmer. Donc c'est une mesure qui était très attendue. Alors ce plan de formation, pour nous, l'enjeu au niveau de la délégation interministérielle, c'est que la question des TND soit bien présente dans la formation qui pour l'instant est en cours d'élaboration. Donc voilà, c'est une réflexion qui se conduit en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc on verra, mais pour nous l'enjeu c'est que cette question des TND soit bien présente compte tenu de la prévalence des TND dans les situations de handicap qu'on rencontre à l'école. On remarque que la formation est forcément toujours nécessaire, forcément d'autant plus lorsqu'on parle de TND ou d'école inclusive dans son ensemble, mais la question aussi qui se pose c'est quand les enseignants disent oui former bien sûr, mais j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps et je n'arrive pas à la faire. Une réponse à cela, Nathalie Gros? Alors, le problème de la formation, elle commence par la formation initiale. Vous savez, aucun médecin sort de son cursus en ayant eu une formation sur l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux. Les enseignants, c'est pareil. C'est-à-dire que le peu de formation sur le handicap, le champ du handicap, ça dure quelques heures et ce n'est pas suffisant. Donc, il faut renforcer la formation initiale pour qu'ils ne le découvrent pas et ensuite prendre au bras le corps la formation continue. Ça va se faire petit à petit. Mais il faut absolument dégager du temps pour former. Pour ça, les personnes ressources, les enseignants spécialisés qui se sont déjà formés ou qui pourraient être un appui aux enseignants dans les écoles serait une piste. C'est-à-dire que l'enseignant n'est pas tout seul devant sa classe en ayant un manque d'AESH parce que les AESH sont là, elles sont pas là quand il faut. Et donc, du coup, l'enseignant se retrouve avec beaucoup de personnes à inclure et sont démunis. Et en plus, ils sont démunis parce qu'ils ne savent pas comment finalement inclure ces jeunes dans les apprentissages. Il y a vraiment un besoin de comprendre qu'est-ce que l'adaptation pédagogique spécifique à chaque trouble, mais également de comprendre comment cognitivement les enfants fonctionnent. Et donc ça, à part les orthophonistes qui ont une maîtrise de la linguistique, ce n'est pas dans le programme d'apprentissage des enseignants comment on apprend la langue. Et puis une idée forte du plan, effectivement, c'est le repérage précoce. Pourquoi est-ce si important de repérer entre 0 et 6 ans, effectivement, les écarts de développement entre enfants? Alors, selon les troubles, 0-6 ans, mais il y a aussi pour les dyslexiques, c'est après 6 ans. Donc la stratégie a déjà acté dans le premier plan les 7-12 ans, parce qu'il y en a beaucoup qui passent entre les mailles. Mais les dyslexiques, le trouble du développement du langage, comment on apprend à lire, à écrire, la dysorthographie, c'est plutôt 6-7 ans. Donc eux ont bien été inclus dans la première stratégie et va se développer là. Alors 0-6 ans, pour les dysphasiques, le trouble du langage oral, l'autisme, bien évidemment, Daniel Langlois dirait à partir de 18 mois. Oui. Le trouble du développement intellectuel, le TDAH peut être également diagnostiqué avant 6 ans, mais aussi après 6 ans. Plus on prend tôt, plus les parents sont accompagnés, plus les enfants
sont pris en charge, moins ils s'enquistent dans les apprentissages de l'école. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à lire, à écrire, à comprendre, et si on ne vous dit pas ce que vous avez, en gros, vous n'avez plus envie d'aller à l'école. Et là, ça devient dramatique. Il y en a qui pleurent tous les matins. Et puis, on tombe sur des sujets, malheureusement, que vous avez peut-être traités dans votre journal, qui est le harcèlement, les moqueries, le dénigrement, l'isolement des élèves par rapport à d'autres, parce que tout simplement, ils sont différents. Ils apprennent peut-être pas comme les autres. Bien sûr. Plus lentement. Et donc, ces 3 phases, effectivement, dont vous parlez, Nathalie Gros, 3 phases observées, donc entre 0 et 6 ans, 7 ans et 13 ans 12 ans, c'est ça. Et puis 12 et 18. Et puis, il y a aussi les adultes, dont on parle peu, mais qui sont justement inclus dans ce plan. Et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir... Alors, évidemment, on a un peu de temps toujours pour ces débats, mais pour ces discussions, mais pouvoir aussi comprendre qu'effectivement, ça ne concerne pas que les enfants et que tout le monde est touché, finalement. Tout à fait. Et on peut voir, alors évidemment, moi je suis sur l'objet scolaire, donc moins sur le sujet des adultes, mais on peut voir quand même effectivement que dans cette stratégie, l'une des nouveautés, c'est de s'intéresser aussi à l'adolescence, notamment, c'est-à-dire à travers la mise en place de dispositifs spécifiques que nous appelons dans notre langage technique des dispositifs d'autorégulation, par exemple, qu'on va déployer au collège, au lycée. Voyez, donc on s'intéresse effectivement maintenant aussi à la question, à la continuité, on pourrait dire, des accompagnements qu'on peut proposer sur le second degré, et évidemment à l'offre adulte. Qu'est-ce que la grille de repérage des carnets de santé ? J'étais un peu interdite quand j'ai lu ça. Ça veut dire quoi ? Oui. Alors, c'est en fait l'idée, c'est justement, comme le disait Nathalie Gros, c'est de pouvoir dépister les troubles le plus tôt possible. Parce qu'on sait qu'évidemment, plus on intervient tôt, mais plus on est efficace, et plus on intervient tard, et plus la fenêtre d'intervention se réduit et l'efficacité se réduit. Donc ça, c'était déjà l'objet de la précédente stratégie, d'avoir mis en place le dépistage précoce. Pour cela, eh bien, il faut outiller les différents professionnels à travers des grilles qui permettent d'avoir des indicateurs de manière à ce qu'ils puissent identifier s'il y a des troubles ou des risques de troubles. Après, aux spécialistes de pouvoir vraiment poser le diagnostic. Vous voyez, donc on a des livrets qui aident justement au repérage de potentiellement troubles qui seront après déterminés par comme des quoi, par spécialistes, exemple, par des médecins. comme type de repérage ? Alors, 0-6 ans, il y a des repérages de maladresse, le langage, l'enfant ne parle pas, le regard, enfin, il y a toute une liste. Et après 6 ans, il y a dans ce carnet, il y a aussi le point de vue de l'enseignant et des parents. Donc, il faut savoir que... C'est rempli, ça, souvent, les carnets de santé, le point de vue de Le l'enseignant ? but, c'est justement... que ça converge. Vous savez, nous, à la Fédération, on a fait des enquêtes. 8 fois sur 10, les parents savent qu'il y a quelque chose qui, dans le développement, il est différent. Mais ils ne savent pas encore l'identifier ou ils ont peur ? Quelle est la réaction d'un parent ? Non, ils ne savent pas, ils n'ont pas d'interlocuteur. Le médecin généraliste n'est pas formé. Il faut trouver la bonne personne. Donc, l'une des personnes qui va confirmer qu'il y a quelque chose à la fin du premier trimestre, à maternelle, l'enfant ne parle pas, l'enseignant confirme effectivement il n'évolue pas comme les autres. Donc du coup, c'est vraiment un partenariat qu'il faut créer entre la santé et l'éducation, parce que l'éducation est comme les parents repère, et le monde de la médecine dépiste et pose le diagnostic. Avant toute chose, sur les troubles 10, il faut mettre en place des aménagements pédagogiques avant de dire « Ah, il n'a pas appris à lire à la fin du premier trimestre de CP ». D'abord, adaptation pédagogique, on fait des petits groupes, ça, les enseignants savent le faire. Et si ça ne marche pas, oui, il y a peut-être un trouble à la clé. Et là, on oriente vers des professionnels de santé adéquats. Mais avant, il faut avoir fait... parce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir du retard ou louper une étape, n'ont pas bien compris, il suffit de réexpliquer et finalement, ce n'est pas un trouble 10. L'idée aussi que les enfants ne se sentent pas seuls dans cette situation-là, qu'ils soient dans une idée de père aidance, c'est ce que vous stipulez dans ce projet, qui est de pouvoir faire rencontrer aussi ces enfants, ces parents, et d'où la création de la maison de l'autisme. Oui. Qu'est-ce qu'on va y trouver au-delà, effectivement, de cette entraide, de cette discussion ? Alors, en fait, la maison de l'autisme, je vous invite à venir la visiter avec votre équipe. Effectivement, ça a été un souhait du président de la République de créer cette maison. Et je dirais l'un des enjeux, effectivement, l'un des enjeux, c'est d'avoir quand même un lieu
où on a des éléments qui sont fixés aussi scientifiquement. Vous voyez, parce que sur un certain nombre de troubles, et par exemple sur l'autisme, on peut avoir des discours, des entrées qui sont parfois pas dans les conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé. Donc ça permet d'avoir quelque part un portail, un lieu où on va avoir des choses qui sont robustes sur le plan scientifique en termes de renseignements, d'informations pour les familles, etc. et de formation. Voilà je dirais le principe général de la maison de l'autisme. Parce que je vois dans les chiffres évoqués, premier pays européen en 2021, la France est arrivée en tête en nombre de coordination de projets européens sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets, etc. Il s'agit d'un réseau de 27 organismes de financement de la recherche du ministère. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'occupent de cette question effectivement des troubles à la fois autistiques et du comportement et du neurodéveloppement. Donc en fait, c'est vrai que la question se pose. On en a parlé. School TV existe depuis maintenant, ça fait la 3e saison. On n'est pas les premiers à en parler. Ça fait des années qu'on parle de ces problèmes-là, des années que tout le monde alerte sur le spectre de l'autisme, sur la possibilité d'aider ces enfants et ces parents qui sont un peu démunis. Quand je vois 27 organismes de financement, c'est pas nouveau. Alors pourquoi ça a mis si longtemps Eh bien, en fait, là aussi, ça a été porté par la stratégie, c'est-à-dire d'avoir un axe scientifique. Voyez, et donc, d'où le dynamisme qu'on constate dans les chiffres que vous évoquiez, d'avoir un groupement d'intérêt scientifique qui réunit des chercheurs au niveau de la France et de l'étranger pour aborder ces sujets-là et avoir un état de la science le plus exact possible, le plus avancé possible. Voyez, donc c'est son qu'on retrouve en fait. C'est vraiment quelque chose qui a été porté par notre stratégie et qui a un véritable succès. La maison de l'autisme, vous aussi, vous disiez, enfin, on en parlait donc avec Thierry Bourg. L'idée, c'est donc à la fois effectivement de retrouver, une parole, une façon, une pérédance, mais des chercheurs. Vous ferez partie, par exemple, de l'équipe ? Il faut créer la maison des 10. Ouais. Parce que l'autisme et les 10, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a un projet à Lyon. Ils essayent de créer la Maison des 10 depuis bien avant que le président de la République y a pensé. Ouais. C'est un lieu justement d'information où les personnes peuvent rencontrer les chercheurs, avoir des références fiables. Alors ce que je voudrais compléter, c'est que la première stratégie a créé les centres d'excellence. Oui. Des lieux, comme le mot est excellence, l'idée c'est vraiment dans l'état d'art des sciences d'avoir les bonnes réponses et qui respectent les recommandations de bonnes pratiques. Là on en ouvre un 6e justement. Un 6e va pouvoir postuler puisque c'est un appel d'offres. Ah, voilà. Appel d'offres, d'accord. Et alors qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors des experts et qui vont fédérer des chercheurs et donc impulser des appels à projets pour la recherche. Et là, la nouveauté, c'est que ça va s'ouvrir à l'ensemble des autres troubles. En 2001, il y a eu un plan langage pour les 10. Troubles du langage écrit, troubles du langage oral. Quand il y a un plan ou une stratégie, il y a des moyens financiers, ça impulse quelque chose. Là, pour l'instant, bien évidemment, il faut continuer à impulser sur l'autisme. Mes propos sont bien là. Mais il faut impulser pour les autres. Bien sûr, que les 10 aussi. Je crois que les deux sont inclus, parce que j'ai compris le plan. Et donc, du coup, d'impulser des lignes de recherche pour les autres troubles, qui sont parfois en comorbidité entre eux, ça va permettre à la recherche d'avancer et de permettre à toutes les personnes qui travaillent autour de ces enfants et de ces adultes d'améliorer leur pratique. C'est ça l'enjeu. Les TND, je le rappelle, concernent une personne sur 6. Donc, on inclut à la fois l'autisme. Moi, je vois 1 à 2% de la population. Les troubles 10, 8% de la population. TDAH, donc trouble de l'attention, 6% des enfants et 3% des adultes. Et TDI, donc le développement intellectuel, 1% de la population. Donc, on est tous concernés par ce problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle, Nathalie Groux, vous êtes présidente de la Fédération française des 10. Et Thierry Bourg, conseiller école inclusive, prenez petites notes, et enseignement supérieur à la délégation interministérielle pour la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, aujourd'hui les jeunes sont plus attirés par les métiers dits intellectuels plutôt que les métiers manuels. Alors pour faire changer les choses, une association réalise des ateliers dans les établissements scolaires pour faire découvrir aux jeunes
les métiers manuels. Bonjour Gabrielle Légeret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de l'association De l'or dans les mains. Alors c'est terrible de devoir encore, je trouve, distinguer métiers manuels des métiers intellectuels. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Absolument. Je crois que dans notre pays, on a injustement dressé des frontières entre le manuel et l'intellectuel. Ça remonte à loin, ça s'est traduit par cette volonté d'avoir 80% de jeunes qui vont jusqu'au baccalauréat. Et résultat des courses, on pense qu'aujourd'hui, il y a des métiers qu'on fait avec les mains et des métiers qu'on fait avec la tête. Et nous, notre idée, c'est justement de montrer aux jeunes qu'ils ont besoin de leur programme scolaire pour pouvoir faire des choses avec leurs mains. D'autant qu'en formation professionnelle, les résultats au bac sont plutôt assez bons. Donc en fait, ça ne veut rien dire. Et au contraire, il faut pousser les jeunes. Est-ce qu'il y a une insertion qui est forte des métiers manuels justement dans la vie professionnelle ? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, ces ateliers, ces manufactures font face à de grandes difficultés de recrutement, faute de transmission, faute de vocation, parce qu'on n'a pas parlé de ces métiers aux jeunes. Donc beaucoup d'emplois sont à pourvoir, on a même des savoir-faire qui sont sur le fil. On parle quand même de 300 000 entreprises artisanales à reprendre d'ici 10 ans, selon les chiffres de la CMA. On parle aussi beaucoup de cette génération d'entrepreneurs de savoir-faire qui ont plus de 55 ans, donc qui vont être amenés à prendre la retraite, et un certain nombre de savoir-faire qui pourraient être sur le fil s'ils ne sont pas transmis. Et malheureusement, ils ne peuvent pas être transmis par une captation vidéo. On a vraiment besoin que ça se transmette par le geste, par un artisan qui montre, qui fait. Alors justement, un artisan qui montre, qui fait, ce sont des métiers de la main qu'on peut découvrir grâce à ce cahier pédagogique qui est à disposition donc des 4000 jeunes que vous suivez, plus tous les autres qui ont accès, grâce à la fois au ministère de l'Éducation, de la Culture et aussi à l'UNICEF. Dans ce petit cahier pédagogique qu'on peut retrouver, c'est assez sympa parce qu'on voit à quel point, par exemple, dans la peau d'un ébéniste, j'ouvre le cahier en inter, je sais pas comment on appelle ça, en interlivre, on voit le choix des matériaux. Alors la famille des métalliques, des céramiques, des plastiques, des organiques. Finalement, on revient à ce qui nous fascine quand on parle de joaillerie, quand on parle, là en l'occurrence, de céramique et autres, ou de menuiserie, la création de meubles. C'est des métiers pourtant très nobles et pour autant qui restent avec cette vision un peu, cette dichotomie entre effectivement, entre la formation qui est proposée, la formation pro, et puis la résultante, qui est un métier sublime après. C'est ce qu'on a voulu montrer avec ce cahier, c'est de raconter les métiers de la main avec les codes des jeunes. Donc on a l'auteur de Mortelle Adèle qui est l'illustratrice. Ah ouais. Et puis de faire des liens avec le programme scolaire. Donc par exemple dans la page là, dans la peau d'un ébéniste, en fait on a pris le programme de technologie, d'histoire et puis après de maths pour que les enseignants puissent faire des exercices qui collent vraiment au programme scolaire des jeunes, mais qui mettent en avant, en lumière, un ébéniste qui doit faire une commode de 1,20 m de haut avec 4 tiroirs et comment est-ce qu'on calcule les surfaces avec le programme de géométrie. Donc un métier intellectuel aussi. Bien sûr, c'est le prolongement de la main. Ça paraît bête de le redire, mais c'est vrai qu'en disant tout simplement métier manuel, on aurait peut-être dû redorer cette idée des métiers de la main, justement, du fait de réussir à créer, à façonner. Oui, en plus, ça donne beaucoup de satisfaction. C'est une façon aussi de... Aujourd'hui, on est dans un système scolaire qui ne valorise qu'une seule forme d'intelligence, l'intelligence académique. Et en fait, tous les cerveaux de tous les enfants de France et même du monde ne sont pas faits pour ça. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on veut montrer avec De l'or dans les mains. On travaille notamment avec des chercheurs là-dessus pour dire que finalement, par la pratique, au-delà des enjeux de susciter des vocations et d'orientation, par la pratique, on peut comprendre les mathématiques, on peut comprendre la SVT, on peut comprendre la physique-chimie. Et tout ça permet de créer des connexions dans le cerveau pour montrer que tout ça a un lien. Peut-être une nouvelle façon aussi pour les enseignants, pour les professeurs de penser leur matière et une nouvelle porte pédagogique pour pouvoir justement travailler les maths sans vouloir forcément les amener vers des métiers manuels. Non, absolument. C'est l'idée de faire entrer en fait l'intelligence manuelle dans les établissements scolaires, dans les programmes scolaires, pour montrer aux jeunes qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour comprendre une matière et l'aborder. Et on a des enseignants qui sont très avides de ça. On a près de 70 établissements scolaires sur liste d'attente. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie envie de la part des enseignants qui postulent de créer des liens entre leur matière et ce qu'on propose. Alors justement, ce que vous proposez de manière concrète, c'est quoi ? Des ateliers directement dans les lycées, C'est un collèges ? programme, donc c'est pour les élèves de 5e. C'est un programme de 15 heures d'initiation à la pratique manuelle avec à la fois des artisans. Donc il faut imaginer une armée d'artisans qui débarquent dans l'établissement scolaire et qui s'installent dans différentes classes et qui vont mettre en place, animer des ateliers de pratique manuelle en lien avec le programme scolaire. Donc, par exemple, fabriquer un parapluie avec une fabricante de parapluies et réfléchir à donc si mon parapluie, donc, qui est un rond, qui est un cercle,
fait 1,20 m de diamètre, et qui doit être tricolore, ça veut dire qu'il me faut combien de triangles, combien vont mesurer mes triangles. Ça va être une doreuse à la feuille ou un doreur à la feuille. Ça va être en lien avec le programme sur Louis XIV, sur le Roi Soleil, sur Versailles. Et donc voilà, c'est un programme de 15 heures qui va se structurer à la fois avec des temps de pratique manuelle avec des artisans, des temps de rencontre où des artisans vont raconter leur parcours. Et pour la première fois, certainement, les jeunes vont entendre des parcours parfois en dents de scie, non linéaires, qui mettent en lumière d'autres façons de réussir. Pourquoi pour la première fois ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est collégien, on nous dit beaucoup que les parcours de réussite, c'est faire des études supérieures et c'est avoir un parcours très linéaire. En France, on n'aime pas non plus les reconversions, c'est assez nouveau. La question de l'échec aussi pose problème. Et là, vous avez un menuisier qui raconte que, en fait, il était nul en maths. Et puis un jour, il a découvert la menuiserie et il est devenu très très bon. Il est devenu premier de sa classe. Il est devenu meilleur apprenti de France. Il est devenu meilleur ouvrier de France. Et là, tout à coup, vous montrez aux jeunes qu'on peut réussir autrement. Et ça, on en a vraiment besoin parce qu'on est dans un système scolaire qui est fait pour le haut de la pyramide, qui est fait pour des gens qui collent aux exigences académiques telles que conçues par l'éducation nationale et que ça ne correspond pas à tous les jeunes. Et plutôt que de placer le reste des jeunes en situation d'échec scolaire, on leur donne une nouvelle façon de révéler leur potentiel. Ça, c'est pour ceux qui sont en échec scolaire éventuellement. Oui. Il y a tous ceux qui vont très très bien, qui marchent Bien très bien à sûr. l'école, mais qui choisissent justement ces voies-là. Peut-être contre l'avis des parents encore, parce que ça reste encore un peu difficile pour certains, non ? Oui, en fait, un des freins d'ailleurs, c'est de penser qu'on ne peut pas gagner bien sa vie avec un métier manuel. Au contraire. En fait, ça dépend vraiment. Je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a certains métiers qui sont précaires, mais en fait, c'est pas parce que vous allez faire 5 années de droit et être juriste que vous allez mieux gagner qu'un très bon menuisier. Et c'est ça le problème, c'est aussi de dire que demain, on n'a pas besoin de millions de docteurs en marketing. Demain, on a besoin d'une nouvelle génération qui va savoir faire apparaître des objets sur Terre avec les ressources locales qui nous resteront, et ce ne sera pas le pétrole. On va avoir besoin de construire des maisons qui répondent à des normes d'isolation auxquelles peuvent répondre le chanvre, la paille. On peut aussi faire du mobilier avec du lin. C'est de tout ça dont on a besoin demain. Oui, et puis surtout de comprendre à quel point notre métier peut être source d'émancipation, au-delà de l'aspect purement financier. Absolument. Alors, quand effectivement ces enfants rencontrent toutes ces personnes, tous ces artisans qui viennent leur proposer ces ateliers, ça dure combien de temps ? C'est sur une journée, 3 jours, 3 semaines ? Donc, c'est un programme de 15 heures et la pratique artisanale, c'est 3 sessions d'une demi-journée avec des artisans différents. Donc, chaque jeune va avoir 9 artisans différents pour expérimenter 9 savoir-faire et fabriquer 9 objets ou expérimenter un geste. Et ils sont en petit groupe de 10, ce qui leur permet de faire vraiment des choses très concrètes. Et puis, il va y avoir aussi des temps en classe où nous, on met à disposition des outils pédagogiques comme ça aux enseignants qui vont aborder leur notion de programme scolaire, mais en lien avec la pratique manuelle. Formidable. Merci beaucoup à Gabrielle Légeret d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous parler justement de l'or dans les mains, l'association que vous avez fondée, et puis les ateliers que vous proposez pour découvrir les métiers de la main, ces métiers manuels qui sont tout aussi intellectuels et qu'on adore. Bravo, merci. À vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va retrouver Guillaume Ouattara et la chronique. La semaine dernière, Gabriel Attal dénonçait les résultats très inquiétants des évaluations du niveau des élèves de 4e proposées en début d'année. Justement, Guillaume, vous voulez revenir, faire la lumière sur ces évaluations et vous vous demandez s'il faut forcément les croire. Car commençons par ces évaluations de 4e. Qu'est-ce qu'elles comportaient ? Alors, ces évaluations de 4e, c'est une toute nouvelle mouture d'évaluation. En tout cas, c'est une nouveauté. Elles ont eu lieu entre les mois de septembre et d'octobre. Que ce soit pour l'épreuve de mathématiques comme pour l'épreuve de français, c'était des QCM à remplir. Commençons par regarder les résultats de l'épreuve de français que je vous propose de découvrir sur votre écran. Vous le voyez, les résultats sont catégorisés en 6 groupes en fonction du score obtenu. Entre inférieur à 200, compris entre 200 et 225, jusqu'à supérieur à 300. Le ministère considère que le groupe 1 et le groupe 2, c'est le groupe le plus problématique. Ce sont des élèves qui n'ont pas les acquis. En français, ils sont donc 32,5% à avoir un score inférieur à 225. Donc c'est là où réside l'inquiétude de Gabriel Attal. Je vous propose de découvrir le tableau également pour les mathématiques cette fois. Pareil, des QCM. On est sur des résultats pire encore, puisqu'on est à 33,3% des élèves qui ont un score inférieur à 225.
et donc qui n'ont pas le niveau du tout d'élèves de 4e. Il y a donc de quoi s'inquiéter, si je comprends bien, Guillaume. Oui, pour Gabriel Attal, en tout cas le ministre de l'Éducation nationale, ils sont la preuve irréfutable d'un mauvais niveau des élèves qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. Ça, c'est sa vision, hein, il l'a dit, on va voir dans quelques instants, il a même fait des annonces par rapport à ça. Pour certains, il faut quand même mettre un petit peu ces résultats en perspective. D'abord en perspective socio-économique, ça c'est le cas de Sophie Véné-Tité, la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU, qui explique, on parle d'élèves qui ont traversé la 6e et la 5e avec des classes particulièrement chargées, des suppressions de postes d'enseignants, des professeurs non remplacés. L'institution ne leur a pas offert les meilleures conditions pour surmonter leurs difficultés. Oui, puis notamment ce sont des élèves qui ont vécu le Covid dans cette période-là. Au-delà de cette question du manque de moyens, il y a la nature même de ces exercices qui pose question. Oui, il y a 2 éléments qu'il faut mettre en perspective par rapport à ces évaluations. D'abord, c'est des QCM, hein, et quand on s'amuse à les regarder, il y a plusieurs réponses qu'il est possible de donner, mais vous le savez, les QCM, c'est pas vraiment dans la culture française. On préfère les exercices avec des questions en français, les rédactions, mais on n'a pas l'habitude de faire des QCM. Pourquoi des QCM ? Parce qu'il y a énormément d'établissements, quasiment 99% des élèves qui ont participé, donc c'est plus simple pour corriger. Mais le processus intellectuel de réponse à ces questions de QCM n'est pas forcément très au clair pour les élèves. Ça, c'est le premier point. L'autre motif qui doit faire mettre un tout petit peu en perspective ces résultats, c'est le timing. Je vous le disais il y a quelques instants, ça a eu lieu au tout début d'année, début septembre jusqu'à début octobre. C'était étalé en fonction des niveaux et des établissements. Il est clair que les élèves, en début d'année, sortent de 2 mois et demi de vacances, et donc eh bien, ils n'ont pas les réflexes les plus frais. Je suis persuadé, alors là, je me fais un peu oracle, que si on avait décalé de quelques semaines ces évaluations, les résultats n'auraient pas été les mêmes, puisqu'ils auraient repris le cheminement intellectuel. Mais en tout cas, eh bien, les résultats de ces évaluations catastrophiques, hein, selon Gabriel Attal, lui pose une question: est-ce qu'il ne faut pas remettre en place des classes de niveau ? C'est en tout cas la réflexion qu'il a en ce moment. Un autre classement d'ailleurs fait très régulièrement les gros titres de la presse, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Le 5 décembre prochain, les résultats de cette enquête seront publiés, Guillaume. Exactement. PISA, c'est son petit nom. Vous savez, c'est le classement international qui met en perspective quasiment une centaine, 79 pays, avec là aussi des classements où la France arrive en général pas très haut dans le classement. Et vous savez, c'est le marronnier, hein, et ça arrive le 5 décembre prochain. Voilà, la France n'est pas bonne dans le classement PISA. En français, en mathématiques, les fondamentaux ne sont pas acquis. Le classement de 2018, hein, la France était 23e à peu près sur 79 pays. Pour les maths, on est classé entre 15 et 24. Je donne une fourchette et vous le verrez pourquoi dans quelques instants, puisque c'est l'un des problèmes de ce classement. Les prochains résultats arrivent très vite et Gabriel Attal les anticipe déjà, puisqu'il va annoncer en même temps que ces résultats qui devraient être mauvais, un certain nombre de mesures. C'est vrai que ça marche, hein, le clashement, parce que c'est un clash. C'est un clash, aussi bien exactement. que ce classement. Alors justement, il faut mettre en perspective ces résultats dont vous parlez, Guillaume. Oui, il convient toujours, face à ces chiffres qui sont donnés, de faire un petit peu de réflexion et de mise à distance. Sur le plan méthodologique, pour PISA, il y a plusieurs points qui posent problème et qu'il faut avoir en tête quand les classements vont sortir le 5 décembre. Premièrement, c'est un test qui n'est pas lié au programme scolaire d'un pays, mais qui est lié aux compétences scolaires que doit avoir un élève de 15 ans selon l'Organisation internationale. Donc, s'il considère qu'il est très important de savoir faire des équations du second degré, alors que c'est pas au programme de maths des élèves de 15 ans, ils les mettront quand même. Donc, parfois, il y a ce petit côté un peu déstabilisant, puisque les programmes sont construits de manière différente que les programmes de PISA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on va prendre comme échantillon des élèves qui sont scolarisés et qui ont 15 ans. Le problème, c'est qu'en France, c'est pas un problème, c'est une réussite. Hein. En France, on a 90% des élèves de 15 ans qui sont scolarisés. C'est tant mieux. Alors que dans d'autres pays, comme le Brésil ou l'Indonésie, on est plutôt de l'ordre de 55 à 53%. Donc, les résultats de PISA dans ces pays à faible scolarité ne sont en fait pas représentatifs, puisqu'on prend un tout petit échantillon de jeunes qui sont allés dans des études, donc c'est-à-dire les jeunes les plus capés sur le plan intellectuel, alors qu'en France, on met quasiment tout le monde. Il y a le format, évidemment, on en parlait il y a quelques instants, c'est un QCM. Là aussi, ça peut déstabiliser les élèves. Et puis, il y a une marge d'erreur assez importante, en fait, puisqu'on ne sait pas trop quelle est la position. C'est-à-dire que quand on donne un classement, on donne une fourchette de classement, puisque les erreurs statistiques sont assez grandes. Je vous le disais tout à l'heure, la France, on est entre
15 et 24. Donc ça change du tout au tout et c'est pas facile de faire un vrai classement des pays. On peut juste donner une fourchette dans laquelle ils sont. Pour résumer tout ça, il y a un directeur de recherche du CNRS, Julien Grenet, qui explique, malgré la grande rigueur méthodologique de cette enquête, l'importance de la marge d'erreur qui affecte les scores nationaux ainsi que la faiblesse des écarts de performance qui séparent les pays les plus développés rendent relativement vaine l'ambition de classer de manière univoque les pays participants sur une échelle de compétences communes. Alors à la question, faut-il se méfier des classements ou plutôt faut-il croire les évaluations du niveau des élèves? La réponse est méfiance, méfiance et méfiance. Merci Guillaume. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard avec l'invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Malika, tu vas bien? Très bien, je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup, moi je suis ravi d'être là. Donc tu es chanteur, tout le monde te connaît, on t'a surtout découvert au début des années 2000. Oui. C'est vrai, à l'occasion de la saison 3 de la Star Academy. À l'époque, tu avais atteint la finale et tu t'étais incliné face à Élodie Frégé. Oui. Qui est ta meilleure amie, tu me disais. Qui est ma meilleure amie, qu'on embrasse très fort. Depuis, tu t'es lancé dans une carrière solo et avant, il y avait eu des albums avec les compères de la Star Academy. Et c'est d'ailleurs cette chanson qui t'a jamais lâché, qui a volé l'orange. Oui. Est-ce que tu en as marre quand t'en parles? Non. C'est vrai? Non, j'en ai pas marre. Je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été aussi mise en avant avec cette chanson, d'avoir marqué les gens, parce qu'effectivement, 20 ans après, on m'en parle toujours. J'ai fait beaucoup de choses depuis, ce qui fait que j'en ai pas marre parce que je ne ressens aucune frustration. J'imagine que peut-être si les choses s'étaient passées différemment dans ma vie d'artiste et si j'étais malheureux ou si j'avais pas pu atteindre mes objectifs, peut-être ça m'aurait frustré un petit peu. Mais aujourd'hui, heureux comme je suis, aucun problème. Mais je dis toujours pas si je l'ai volé ou pas, parce que sinon ça me casse mon business. J'allais demander, au final, tu l'as volé ou pas, l'orange? J'ai envie de faire durer le mystère pour les 20 ans à venir encore. Tu as une école de musique? Oui. C'est toi qui l'as créée? Oui. Et dans les autres actualités, il y a un album qui vient de sortir. Oui. Et il y a un clip aussi. Oui, oui. Comment ça s'appelle? Alors, l'album s'appelle MK40 parce que cette année, je fête mes 40 ans. Et la chanson et le clip qui Tu les fêtes quand? Je viens de les fêter. Ouais. Il y a quelques jours, c'est tout frais. Bon anniversaire en retard. Merci beaucoup. Et je me suis fait ce cadeau et j'ai sorti donc mon 6e album qui s'appelle MK40, qui est une sorte de rétrospective, je pense, de ma vie d'artiste et de ma vie d'homme. Et ce clip et cette chanson qui s'appelle Je m'accroche. On le regarde tout de suite. Je m'accroche, je crois pas que la vie soit moche. Parfois elle manque de tendresse et fait des fausses promesses. Mais je m'envole, je me dis que c'est une école. Je suis un bon élève et à la fin je crève. Mais je m'accroche. Bon, on va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit flashback. On va retourner dans son enfance. Avec plaisir. Déjà, tu as grandi où? J'ai grandi à Gorzów Wielkopolski. Waouh, j'aurais pas pu le dire, tu vois. Est-ce que tu t'attendais à une réponse aussi complexe? Redis? Gorzów Wielkopolski, c'est 2 mots. Deux mots, 2 gagnants au Scrabble direct. Alors, c'est une petite ville en Pologne, dans le nord du pays. Je suis né et j'ai grandi en Pologne, que j'ai quitté en 2002, donc quand j'avais 18 ans, pour venir en France. C'était comment ton enfance là-bas? J'ai vécu une enfance assez particulière parce que à l'âge de 10 ans, il m'est arrivé quelque chose de dramatique. J'ai perdu ma maman qui est partie du cancer du sein en 1 an. Donc c'était quelque chose qui m'a complètement traumatisé déjà et puis qui a complètement changé ma vie. Et pour un garçon de 10 ans... Tu avais des frères et des sœurs? Oui, alors j'ai toujours donc un petit frère qui avait 6 ans à l'époque, qui s'appelle Mateusz. Donc c'était un événement tragique, dramatique. Du coup, mon père n'a pas été capable de continuer à nous enlever. Et du coup, ce sont mes grands-parents paternels qui ont pris soin de nous deux. Tu as été éduqué par tes grands-parents? J'ai été élevé par mes grands-parents, oui. Et je pense que quelque part, ils m'ont sauvé parce que c'était vraiment une situation très, très, très difficile. Mais aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour parce que même si...
quand on regarde la chose avec du recul, on se dit « Waouh, mais quel drame, c'est terrible ». Mais à un moment donné, pour moi, c'était juste ma vie d'enfant, en fait. Et il fallait que je m'y habitue et il fallait que je continue. Et je pense que je peux dire que malgré tout, j'ai eu une enfance heureuse. Et c'est ça ce qui est paradoxal. Tout ça, évidemment, beaucoup à mes grands-parents qui m'ont donné énormément d'amour, mais aussi parce que quelque part dans ma tête, j'ai réussi à switcher en mode « Ok, ça ne veut pas dire que je serai quelqu'un de malheureux ». Et je pense que ça continue jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'ai bien switché. Hein. Ça veut dire que c'était faire preuve de maturité très rapidement, parce que tu avais 10 ans. Je pense que je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'est vrai que quand on est confronté aussitôt à la maladie et puis à la mort, on n'a pas le choix. En tout cas, c'était ma réaction à moi. C'était de, OK, si je veux des choses, il faut que je travaille pour les avoir. Si je veux avoir une belle vie, il faut que je travaille à l'école. Si je veux être musicien, il faut que j'ai des bonnes notes pour que ma grand-mère m'autorise à faire du piano. Tu vois, en fait, cet emboîtement des choses, et je fonctionne comme ça, de cette manière, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, tu te mets des... C'est-à-dire que voilà, le jour où j'ai décidé d'être un artiste indépendant, de ne plus travailler avec une maison de disques, avec un producteur, parce que j'ai envie d'avoir une liberté, la liberté totale, c'est même devenu une obsession, je veux être libre à tous les niveaux de ma vie. Bah, si j'ai envie d'avoir ça, il faut quand même que je gagne assez d'argent pour pouvoir me le permettre. Ça veut dire qu'il faut que je me lève tôt. Si je veux être en forme, bah, je vais me lever encore plus tôt pour aller au sport. Voilà, je n'arrête pas de fonctionner de cette manière-là. Si je veux obtenir quelque chose dans ma vie... Tu te disciplines, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et de temps en temps, je me lâche et je fais la fête et tout va bien. Mais je pense que je suis quelqu'un d'assez discipliné. Mais tout ça pour dire que je pense que ça vient de ce moment où j'ai perdu ma maman, où je me suis dit que si je veux obtenir des choses, il faut que je travaille dur pour les avoir. Et tu es l'aîné aussi? Oui. Est-ce que ça te mettait des responsabilités supplémentaires? Cette responsabilité-là, je l'ai surtout ressentie avec mon demi-frère David, qui est mon meilleur ami, qui a donc 29 ans aujourd'hui, et qui est né 3 ans après la mort de ma maman. Mon père a refait sa vie avec une autre femme que j'aime beaucoup, et même si on ne vivait plus ensemble, parce que moi je vivais avec mes grands-parents, ils ont donné naissance à David, et c'était un des plus beaux jours de ma vie, en fait. J'ai dû faire une sorte de transfert d'amour sur ce petit être qui est né. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui aussi. Donc je pense que cette responsabilité, alors que j'aime évidemment mon autre frère, mais David déjà je pense qu'il serait mon meilleur ami, même sans être mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vous ressemblez beaucoup. Oui, exactement. Donc cette responsabilité, c'était surtout lui. Et tout le monde est en Pologne? Tout le monde est en Pologne. David, il vient souvent me voir à Paris. Moi, je vais le voir à Varsovie. Mais tout le monde est en Pologne. Et c'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir fait ma vie tout seul en France, en fait, parce que c'était mon choix, c'était ma décision, qui était dure à prendre aussi. Et ma grand-mère, elle ne voulait pas me laisser partir, parce qu'elle était inquiète. J'aime bien l'idée d'avoir construit ma vie tout seul, comme un grand. C'est fort. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Je serai toujours en compagnie de Michal. Merci Malika et Michal. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, vous êtes autrice, scénariste, réalisatrice et vous avez inventé, il y a donc 18 ans, un personnage merveilleux, entouré lui-même d'une remarquable galerie de portraits, Aya, et c'est Clément Aubrerie, je ne l'ai pas dit, qui leur donne vie, avec son... enfin, en tout cas, du côté du dessin. On fait une petite séance de rattrapage pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui ne connaissent pas encore Aya. Aya, c'est une jeune femme, enfin jeune fille d'abord, jeune femme maintenant, qui vit dans un quartier populaire d'Abidjan qui s'appelle Yopougon. Yopougon, tout simplement. Et Aya, elle a 19 ans et elle rêve d'être médecin. Contrairement... Ce qui n'était pas le cas au début d'ailleurs. Non, au elle début, a grandi. Non, oui. Après, au fur et à mesure de ses rencontres, des histoires qui la touchent, elle change, elle passe au droit. Mais on ne sait jamais, parce qu'en même temps, c'est Aya, et comme je dis souvent, la vie continue, donc tout encore peut se faire. Et donc, elle vit dans ce quartier, entourée de ses parents, de ses amis, et qui sont différentes quand même d'elle, Bintou et Adjoa, qui elles sont... Alors Bintou, c'est la star de télé. C'est la star, celle qui assume son, mais elle le paye cher, son corps. Oui, mais en même temps, il y a un revers de tout ça. Hein. Mais moi-même, je paye cher ma notoriété. Enfin, elle, on lui brûle sa maison quand même. On lui brûle sa maison. On lui brûle sa maison. Je dis, là, j'ai pas spoilé, hein, parce que c'était dans le tome 7. C'était dans le tome 7. Et puis Adjoa, qui a le petit Bobby, qui
qui est très très intelligent, puisqu'il sait lire déjà à son âge. Donc, et puis bon, Aya, elle partage sa vie entre ses amis, ses parents et tout ce quartier qui viennent beaucoup lui donner du fil à retordre, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a autant d'outre-mer qu'il y a de disparités d'accès au numérique et à l'éducation aujourd'hui? Complètement, on a des câbles qui ont été déployés, donc on commence à avoir un équilibre en termes d'accès à Internet, mais je pense à nos compatriotes de Polynésie, dans les Tuamotu, où en fait on a encore des accès qui sont pas aujourd'hui au niveau de ce qu'on a aujourd'hui dans l'Hexagone ou dans d'autres territoires d'outre-mer. On a la Guyane, évidemment, la taille du territoire, l'accès à Internet se fait majoritairement, en tout cas sur les zones enclavées par satellite, avec des latences et des débits et des coûts aussi qui sont différents. Et donc forcément, compte tenu de ces territoires très jeunes, on parlait de Mayotte, on parlait de la Guyane, il faut construire des établissements scolaires en série pratiquement pour absorber en fait cette quantité d'enfants et pouvoir leur transmettre et être à égalité. Donc effectivement, on a à la fois des disparités, même si elles sont de plus en plus gommées avec d'autres dispositifs qui arrivent, notamment des constellations, des méga constellations de satellites qui permettent de réduire les latences, mais aussi les coûts d'accès et d'accéder évidemment à des services numériques qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui en 2023 partout dans le monde. Quelles sont les missions de l'association ? Oui, tout à fait. Alors l'UNICEF France, on est rattaché à l'UNICEF, dont le siège est situé à New York. On a mandat pour l'UNICEF d'intervenir et de représenter l'UNICEF sur le territoire français et sur l'ensemble du territoire, Hexagone et Outre-mer. On mène l'activité qu'on connaît le plus à l'UNICEF France, c'est l'activité de collecte, où effectivement on récolte des fonds pour ensuite servir dans les crises, dans les États en guerre, etc., pour pouvoir apporter une aide humanitaire aux enfants. Et puis en France, on a plutôt une activité de plaidoyer, où on essaye d'œuvrer pour un changement des politiques publiques en faveur des droits de l'enfant. Et plus spécifiquement, aujourd'hui, on souhaite mettre en lumière l'application des droits de l'enfant dans les Outre-mer. Vous ajoutez, quand on vient d'ailleurs, on n'a pas le choix, on se ressemble pour ça. Oui, parce que, bon, déjà, nous, la victimisation, c'est quelque chose que je ne supporte pas. D'accord, c'est pour ça que vous m'avez repris alors, sur Michael, je comprends. Non, mais c'est vrai que quand je fais beaucoup de rencontres scolaires, puisque Aya et Akissi, ce sont les livres les plus lus qui se lisent le plus des bibliothèques en France. Absolument. Et donc, les jeunes demandent à nous rencontrer, que ce soit le dessinateur ou moi. Et puis, quand je vais voir ces jeunes-là, mais je déteste qu'ils nous disent « oui, mais nous, tout va mal, on ne nous aime pas, et puis on va jamais trouver... » Enfin, je leur dis « mais c'est pas possible. Mais vous avez 15 ans à peine, vous n'êtes jamais allé chercher du boulot, vous n'êtes jamais allé chercher un logement. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être bon à l'école. Enfin, même bon, d'aller le plus longtemps possible. Et là, c'est votre arme. Un diplôme, c'est votre âme, tout simplement. Et donc, c'est peut-être pour ça que que vous avez eu cette petite sortie quand même. Je dis que non, on ne doit pas se plaindre, parce qu'effectivement, si on vient d'ailleurs, si on est venu dans un pays pour justement... Pour y réussir, pour dire les mots. Oui, c'est parce que forcément, là où on est, on ne trouvait pas, peut-être, on rêvait plus, notre pays ne nous fait plus rêver, ou peut-être même juste aussi par découverte. C'est vrai que les jeunes, on a besoin aussi de partir ailleurs. Bien sûr, et de voyager. Voilà, et pourquoi les Africains, ces jeunes Africains ne peuvent pas, eux, aussi découvrir d'autres continents. Donc, mais par contre, quand on arrive, effectivement, parce qu'on n'est pas chez nous, donc on doit se battre beaucoup plus que les autres, tout simplement. Ces dispositifs sont nombreux. Il y en a notamment un qui a été annoncé l'année dernière, le soutien à l'innovation dans le numérique éducatif. La Guadeloupe a fait partie des 10 nouveaux TNE, les territoires numériques éducatifs. Pour les départements impliqués, devenir TNE, en gros, ça permet la mise à disposition d'équipements numériques, des formations adaptées et surtout des outils et des ressources pédagogiques. Est-ce que pour vous, c'était une annonce attendue, notamment en Guadeloupe, ce territoire ? Oui, complètement. En plus, la Guadeloupe a la particularité, un peu comme les Polynésiens, d'être un archipel. Et donc, on a des situations de double insularité. C'est-à-dire que vous arrivez en Guadeloupe, c'est une chose, mais quand vous habitez Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, vous dépendez de la grande terre, de la basse terre, vous êtes dans ces îles du Sud.
petite république indépendante presque autonome de Marie-Galante. Je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est des territoires où en plus qui sont résilients. Alors je le dis au niveau de la population, au niveau des enfants, au niveau des enseignants, parce que cette double insularité force à être innovant, force à être malin, à être autonome. Et donc, effectivement, tous les moyens d'accès à Internet, pédagogique, numérique, tout ce qui permettrait à ces enfants de découvrir d'autres horizons et de faire différemment, et puis de propulser leurs innovations. Moi, j'ai eu la larme à l'œil sur des exercices de tsunami où beaucoup de ces enfants me disaient, vous savez, monsieur, quand on va partir de Marie-Galante, on sait qu'on va forcément évoluer dans des sociétés plus violentes que celles qu'on connaît à Marie-Galante. Dire à quel point ces enfants apprécient la paix dans laquelle ils évoluent et grandissent à Marie-Galante, à quel point ils aiment leur territoire, une fierté d'être Marie-Galantais, et en même temps, un besoin aussi pour ces territoires, pour ces jeunes, pour ces enseignants, de disposer de moyens dont on est en droit aujourd'hui de disposer, Bien sûr. Et qui permet aussi d'innover, de projeter aussi ces innovations, ces modes d'éducation sur la Guadeloupe continentale ou dans d'autres territoires, l'Hexagone, où par exemple la culture de la résilience ou des modes pédagogiques sont les bienvenus aussi ici pour la cohésion sociale à l'échelle nationale. Mathilde Détré, pourquoi votre attention s'est-elle portée sur la situation dans les territoires d'outre-mer et les départements ? Merci beaucoup pour cette question. Alors, on a déjà analysé la situation des droits de l'enfant en France il y a quelques années, et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des vulnérabilités qui étaient exacerbées dans certains territoires d'outre-mer. Mais on dirait que c'est pas le même pays, quoi. Pardon ? On dirait que c'est pas le même pays. Quand je lis vos chiffres, on va les énumérer, on va les détailler, mais on a l'impression que je suis désolé, on a l'impression que c'est plus la France. Alors en fait, on s'est Vous pouvez pas le dire, mais moi je le dis, quoi. Non, ça reste la France, l'Hexagone, Bien la sûr. Corse et les territoires d'outre-mer, mais malheureusement, on se rend compte que les outre-mer, c'est un peu le miroir grossissant des problématiques qui existent aussi dans l'Hexagone, mais qui sont soit Derrière exacerbées... l'aspect carte postale, Ouais. faut s'accrocher, quoi. Tout à fait. Elles sont soit exacerbées, soit il y a des enjeux et des problématiques nouvelles qu'on constate particulièrement dans certains territoires. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume pour toutes ces informations. Merci. Vous revenez beaucoup. bientôt, Eh ben, j'espère. dès demain. Dès demain, Et formidable. on va faire le tour, on ira en Suède, on ira dans les pays du Nord. Parce que vous savez, on dit souvent que c'est les meilleurs modèles éducatifs, et ben en fait c'est faux. C'est faux ? Ouais, Non, je vous le non, promets. quand même. À demain, je fais du teasing. J'adore ça. Merci, vous avez retrouvé toutes les émissions, parce qu'on a déjà parlé évidemment de cela, donc on pourra contredire ou pas ces informations, mais en tout cas Canal 217 sur Orange, Canal 247 sur Freebox, et bien sûr donc voir et revoir toutes les émissions sur schooltv.com. À la réalisation, c'était au Boscar, au son, c'est Saïd Mamou, le maquillage Laure Edmond, Emma Ferret et Laura Girard, à la rédac. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.